Merci Martin, c'est un plaisir pour moi que d'être ici, comme vous l'a dit Martin. Je vais m'exprimer en anglais. Je comprends le français, mais pour une conférence, ce serait un petit peu long. J'étais ici en 73, 74, ça remonte un petit peu maintenant. Ceci étant, j'ai bien compris votre conférence, Martin, ce qui me fait plaisir parce que mon français est toujours suffisant. Donc merci de m'avoir invité au Collège de France pour me permettre de vous parler du vote et des élections. C'est un sujet qui pose plusieurs aspects de sécurité très intéressants et je vais vous donner le point de vue américain. Je ne sais pas comment vous organisez vos élections ici en France, donc certains détails vont peut-être vous intéresser, mais ne vont pas s'appliquer à votre situation. Donc la démocratie est la démocratie, nous devons essayer de la mettre en œuvre du mieux possible. Donc certaines idées vont peut-être vous intéresser pour l'avenir. En tout cas, d'un point de vue de la sécurité, elles sont certainement très intéressantes. Donc, comment ça fonctionne tout cela? Il faut que je mette en marche le système Bluetooth. L'un des aspects clés de la sécurité, c'est quand même sa disponibilité, non? Okay, there we go. Can we, what is going on here? Let's try this. Let's forget the mechanics. I'll just stand here and do this. There we go. Okay. So I'd like to talk a little bit about voting technology. Donc je voulais vous parler de la technologie électorale, principalement aux États-Unis. Ensuite, vous montrer ce qui est utilisé aujourd'hui, quels sont les prérequis pour le vote. Et là, vous avez tout un ensemble de prérequis qui entrent en conflit. Ensuite, je vous parlerai de ce qui menace la sécurité, puis de ce qui nous permet de mettre en place cette sécurité et les principes qui ont été mis en place dans certaines élections, notamment au Maryland. Et je vous parlerai des programmes auxquels j'ai particulièrement contribué. Donc il existe plusieurs manières de voter. Je ne sais pas comment vous votez, vous, en France. Est-ce que ce sont des votes publics? Vous avez des scrutins papier, des machines à levier, des cartes perforées, le scan optique, l'écran tactile plus le vote papier, le vote en absence, le vote par Internet. Et puis vous avez de nouveaux programmes électoraux que l'on appelle les programmes end-to-end, qui appliquent les encres invisibles, les cartons à gratter, la cryptographie et d'autres innovations. Aux États-Unis, nous avons commencé dès 1846. Voici donc... on était un pays bien plus tôt que cela, mais on a commencé à voter. Et les votes étaient publics. Donc, vous voyez cet homme en rouge qui est en train de mettre la main sur la Bible, qui annonce en public quel est son vote. Donc, le vote n'était pas secret, pas du tout. Tout le monde savait pour qui il allait voter. Très peu de temps après, on est passé au scrutin par bulletin papier. Vous voyez les bulletins qui étaient utilisés pour l'élection d'Abraham Lincoln. Ces bulletins étaient imprimés par les partis politiques et ils avaient différentes couleurs. Donc vous preniez le bulletin de votre parti et vous le mettiez dans l'urne. Ceci étant, rien que par la couleur du bulletin, tout le monde savait pour qui vous aviez voté. Le scrutin australien a été introduit en 1893, ce qui a été considéré d'ailleurs comme un scandale à l'époque, parce qu'il fallait savoir lire pour pouvoir voter. Il fallait pouvoir lire le nom imprimé sur le bulletin. Et donc, c'était considéré comme une attaque sur les gens qui étaient illettrés et un moyen de les exclure.
Mais petit à petit, ça s'est répandu et nous continuons à avoir beaucoup d'élections qui se déroulent comme ça aujourd'hui. Les machines dites machines à levier qu'on commence à éliminer aux États-Unis, ma mère les a utilisées. Elles ont été inventées en 1892. Leur production n'a cessé qu'en 1982. Vous voyez que vous aviez un levier, vous vous isoliez dans un isoloir et vous aviez un certain nombre de roues derrière qui comptaient le nombre de votes pour tel et tel candidat. Et il y a un film qui s'appelle Derrière le rideau de la liberté qui est sorti en 1957 qui montre exactement comment ça se passe. Et puis tout à coup, il y a la roue qui ne tourne pas bien et qui fait que les résultats sont faussés. Mais enfin voilà, il fallait actionner un levier. Ensuite, les cartes perforées. Au fur et à mesure que les ordinateurs se sont répandus, on a essayé, comme à chaque fois, de développer des nouvelles technologies et de les appliquer au scrutin. Donc, quand les cartes perforées ont été inventées, et j'ai vu d'ailleurs au musée des arts et métiers ici à Paris hier, j'ai vu les cartes perforées qui étaient utilisées pour les métiers à tisser en France. Et c'est absolument fascinant. Donc, cette carte perforée dans les années 60 a été utilisée pour les élections. Elles sont désormais illégales grâce à la loi de 2002. Et ce pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'il est impossible de savoir pour qui vous votez et quelquefois parce que la carte ne vous montre pas pour qui vous votez. Et puis ça pose plusieurs autres problèmes. Ici, le bulletin le plus célèbre, vous aviez la carte perforée derrière l'écran et il fallait perforer des petits trous là si vous vouliez voter pour George Bush ou Al Gore. Et tout le monde se trompait compte tenu de la présentation et plein de gens pensaient si vous voulez voter pour la personne à gauche, vous devez perforer le deuxième trou. Et il y a plein de gens qui ont voté Pat Buchanan pensant voter pour Al Gore. Donc, si ce n'avait été pour des questions d'interface utilisateur, je suis sûr que Al Gore aurait gagné. Puis après, pour le dépouillement, il y avait des gens qui passaient des heures à essayer de voir qui avait gagné et pour qui la personne avait essayé de voter. Le système de vol le plus populaire aux États-Unis, c'est celui par scan optique. C'est-à-dire que vous prenez des bulletins de vote qui sont les mêmes pour tout le monde, vous les remplissez au crayon, un petit peu comme les QCM à l'école. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup chez vous, mais aux États-Unis, tous les examens sont des QCM. Vous cochez les cases et tout est lu par une machine optique qui scanne et qui détecte donc les petites cases cochées. Donc c'est une technologie tout à fait raisonnable qui est encore largement utilisée. Mais comme je vous le disais, au fur et à mesure que la technologie se développe, on essaye d'appliquer ces nouvelles technologies au système électoral. Et avec le développement des ordinateurs personnels dans les années 70-80, ce type d'appareil a été produit, celui-ci produit par Diebold. En fait, c'est un ordinateur personnel avec un écran tactile qui affiche les candidats, le type d'élection, etc. C'est relativement facile à utiliser, c'est extrêmement flexible comme technologie, mais la difficulté, c'est de s'assurer l'enregistrement de son vote, parce que l'écran peut vous montrer une chose et enregistrer autre chose. Donc, on n'a pas une assurance totale. Et puis, ça requiert un logiciel et c'est compliqué. Il peut se passer beaucoup de choses, non seulement les altérations malicieuses du logiciel, mais aussi les bugs et les problèmes de fonctionnement du logiciel. Donc, la question de vérification du vote il y a eu une tentative de régler tout cela avec la combinaison de l'écran tactile et de l'imprimante. C'est-à-dire que vous avez là un écran tactile connecté à une imprimante qui va vous délivrer un petit ticket, un petit peu comme un ticket, une addition dans un restaurant. Et ça laisse une trace papier.
Ceci étant, le système est un petit peu compliqué à utiliser et il y a peu d'électeurs qui conservent leur ticket. Le vote par courrier, dans certains États, comme l'État de Washington, de l'Oregon, la plupart de la Californie maintenant, vote par courrier. Vous avez un système optique et vous pouvez voter par courrier. Au départ, c'était réservé aux Américains qui étaient à l'extérieur des États-Unis au moment des élections, mais maintenant c'est en train de se généraliser. Mais le problème, c'est que comme il faut plier le bulletin pour le mettre dans l'enveloppe, après la machine à lecture optique ne peut pas le lire, donc ça demande encore une lecture manuelle, enfin par des êtres humains dans le bureau de dépouillement. Mais ceci étant, maintenant, le vote par Internet est un sujet qui n'arrête pas d'être mentionné. Je pense personnellement que c'est une idée épouvantable. Cela combine les principes les pires du vote par courrier. Et on est dans une situation sans contrôle où vous pouvez être payé pour voter pour tel ou tel. Et ça combine donc ça au problème de vulnérabilité de l'Internet et de sécurité de l'Internet. Donc ça combine toutes les caractéristiques les pires des deux systèmes. Et pourquoi aller vers cela? Eh bien parce que ça vous permettrait de voter en pyjama à la maison sur votre canapé. Ceci étant, il y a eu des expériences tout à fait intéressantes qui ont été menées et dans certains cas, ça pourrait être sélectionné. Et vous avez ici la référence d'une thèse réalisée par certains de mes élèves qui traitent de ces expériences menées sur le vol par Internet. Maintenant, qu'est-ce qui est utilisé? Quelles sont les technologies qui sont utilisées? Donc, je vous ai sélectionné quelques cartes ici et qui vous montrent ici compter par compter. Donc, en 1980, en rouge, vous avez les cartes perforées, en bleu, les machines à levier. Ma mère vote à New York, donc elle est ici en bleu. Ensuite, vous avez en orange le papier, les systèmes optiques en vert, les systèmes électroniques en violet. Donc, principalement, vous voyez des bulletins papier et des cartes perforées. Et encore pas mal de machines à levier. En 2004, vous voyez que la majorité du pays est passée aux machines à lecture optique et au vote électronique. Il reste encore quelques machines à levier, notamment à New York, où ma mère continue de voter. Et vous voyez ce qui s'est passé en novembre 2006, aux dernières élections, où vous avez la lecture optique qui s'est généralisée, suivie par les systèmes électroniques et encore quelques États qui ont des machines à levier et qui vont bientôt disparaître. Donc, les États-Unis sont passés largement au système optique avec une trace papier. Vous avez une trace que vous pouvez conserver et vous pouvez vérifier que vous avez effectivement voté ce que vous souhaitiez voter. Ce n'est pas un système parfait, mais c'est un bon choix. Quels sont les prérequis pour un système électoral? Le vote est Les élections sont une situation très intéressante parce que vous avez des prérequis qui sont contradictoires. Vous en avez qui disent que vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Il faut qu'il y ait que l'électeur puisse être isolé, que personne ne puisse voir pour qui vous votez, ce qui va vous empêcher de vendre votre vote. Il faut qu'il y ait et par exemple, vous ne pouvez pas recevoir de reçu. Il faut qu'il y ait une notion d'intégrité, il faut que les votes ne puissent être modifiés, ajoutés ou supprimés. Et il faut qu'il soit disponible, il faut que le système électoral soit disponible quand on en a besoin, il faut qu'il soit facile à utiliser et facile à utiliser par tous. Il faut qu'il soit accessible. C'est l'une des choses d'ailleurs qui est de plus en plus importante dans les derniers temps. Et puis il faut que les résultats non seulement soient bons, mais qu'on puisse vérifier qu'il soit bon et qu'on puisse convaincre le perdant qu'il a véritablement perdu. Il faut pouvoir apporter la preuve pour convaincre même les plus sceptiques que le résultat des élections est bien celui qui a été donné.
Donc les deux gros problèmes ou les deux gros prérequis, ce sont ceux-là. Il faut d'abord que le vote soit privé, parce que l'électeur doit comprendre que son vote est important, mais il ne faut pas qu'il puisse être influencé dans son vote par des gens qui essaieraient par exemple de le payer pour voter. Quelles sont les menaces en matière de sécurité? Eh bien, vous pouvez avoir des gens très partisans qui veulent bidouiller les résultats. Vous pouvez avoir des électeurs qui peuvent avoir envie de vendre leur vote. Vous avez une longue histoire aux États-Unis d'électeurs vendant leur vote. Et on en parle encore assez souvent d'électeurs vendant leur vote. Vous avez les personnes chargées du bureau de vote qui peuvent être partisans. Vous pouvez avoir les vendeurs d'équipements qui peuvent avoir des mauvaises intentions, pas forcément des nationaux, mais des gens d'un autre pays qui peuvent avoir des mauvaises intentions pour avoir un effet sur un résultat. Et puis vous pouvez avoir des pays étrangers qui souhaitent également influencer sur les résultats. Donc vous avez beaucoup là d'intervenants qui peuvent être animés de mauvaises intentions. Ceci étant, on sait que tout le monde surveille tout le monde et ce qu'on dit, c'est que quand tout le monde surveille tout le monde, personne ne peut tricher. Donc, quels sont les menaces à la sécurité? Eh bien, le vote des morts. Vous avez même un gouverneur qui avait dit quand je serai mort, je vais être enterré au bureau de vote, comme ça je pourrai continuer à voter. Vous pouvez avoir aussi le bourrage d'urne, la coercition, l'intimidation, l'achat de vote, le remplacement de vote ou de quart mémoire. Vous pouvez avoir une erreur de décompte. Vous pouvez avoir des virus quand on utilise des machines électroniques, des virus qui vont se balader d'une machine à une autre. Donc, voilà les menaces. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez vous rapporter au Brennan Center Report qui en fait l'état des lieux. Quelles sont les stratégies possibles maintenant? Ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont ces petits tickets. Et je vous disais qu'il ne faut pas donner aux électeurs un petit reçu qui démontre qu'il a bien voté. Peut-être que l'électeur va se sentir à l'aise d'avoir reçu ce petit ticket, mais ça permet aux électeurs de vendre leur vote. Donc, il ne faut pas permettre cela. Mais cette idée de reçu est fragile et au fur et à mesure que la technologie évolue, il est difficile de maintenir ce principe. Vous avez le vote par courrier qui permet diverses tentatives de coercition, bien entendu. Mais même les appareils photo dans les téléphones portables peuvent être un élément de coercition. N'importe qui a un téléphone portable avec un appareil photo et cela permet de prendre une photo de pour qui vous avez voté et a posteriori, comme avec le reçu, d'aller vendre votre vote aux différents partis. Donc, encore une fois, le vote, c'est quelque chose de très important dans nos démocraties, donc on ne veut pas se tromper. Et en fonction des résultats d'une élection qui dépendent et baser les résultats d'une élection sur un logiciel très compliqué, c'est sans doute une mauvaise idée. Vous savez que ces logiciels de vote contiennent de très grandes quantités de code et tous ces logiciels peuvent contenir toute une série de bugs et de problèmes. Donc, il est difficile d'écrire un logiciel qui tourne sans aucun problème. Et c'est particulièrement difficile si vous avez quelqu'un qui essaye de planquer des codes malicieux dans le logiciel. Deadwall, un de mes collègues, avait ce cours à l'université du Texas où il demandait aux étudiants de prendre des codes et d'y mettre des bugs. Et ensuite, il a demandé à l'autre moitié de la classe d'essayer de détecter les bugs. Et ce sont des étudiants en informatique. Et on a vu qu'il y avait quelquefois des codes de tampons qui s'auto-exécutaient et qui s'auto-buguaient, en fait. Donc,
avoir confiance dans la correction du code, c'est quelque chose qui me laisse très dubitatif quand on parle de systèmes électoraux. Donc, le meilleur système, ce serait d'avoir des traces papier vérifiables avec peut-être un peu d'électronique, mais vous avez aussi une trace papier qui peut être vérifiée manuellement. Donc le principe important, c'est le suivant. Cela permet aux électeurs de vérifier sans dépendre d'un logiciel quelconque, au moins sur une trace papier, que son vote est bien celui qu'il a mis dans l'urne. Donc la trace papier est très importante, est essentielle pour les nouveaux décomptes et les vérifications. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Quand vous faites compter les bulletins papier par une machine, vous voulez être en mesure de le faire manuellement afin de recompter et de faire des vérifications. Et puis, la vérification implique des aspects mathématiques très intéressants. J'ai moi-même été impliqué dans ce projet. Comment est-ce que, par exemple, vous choisissez un échantillon représentatif? Aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons des precincts, qui sont grosso modo des circonscriptions électorales, avec X milliers d'électeurs, et vous avez des collections de bulletins papier, et vous voulez en échantillonner suffisamment pour vérifier que le résultat final est le bon. Et vous voulez en échantillonner suffisamment pour vérifier qu'il n'y a pas eu de faux dans l'élection. Mais dans la mesure où les circonscriptions électorales sont de tailles différentes, les différences entre le premier et le second candidat peut être faible ou peut être important. Donc, il faut pouvoir échantillonner suffisamment. Et vous, en tant que vérificateur, vous voulez vous assurer que tout est fait correctement. Et vous voulez être en mesure de détecter toute corruption. Donc, vous allez faire les vérifications des bulletins pour voir s'il n'y a pas de manipulation du vote. Donc une technique existe, c'est la technique NEGEX qui est reprise ici. La probabilité donc suffisamment importante de trouver une manipulation ou ce type de corruption dans les votes. On peut recompter de manière complètement manuelle les votes dans cet exemple, ou dans les circonscriptions en tout cas utilisées pour cet exemple. On l'a vu, on le voit d'ailleurs aujourd'hui en Californie, notamment dans un certain nombre de comtés. Alors, je faisais partie d'un comité de conseil en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir des logiciels indépendants. Si vous dépendez d'un logiciel pour décider qui a remporté une élection, vous avez un vrai problème. Donc, il existe un certain nombre d'organismes, de comités, de commissions aux États-Unis qui travaillent dans ce sens. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un logiciel, encore une fois. Ce que vous ne voulez pas, c'est dépendre de logiciels, à savoir que ce soit un logiciel qui vous dit qui a remporté une élection. Donc, lorsque vous avez des traces papier, vous êtes indépendant d'un logiciel. Certains des systèmes dits end-to-end, de bout en bout, sont également indépendants. Alors, souvent, les gens sont un peu surpris de voir des professeurs en informatique dire qu'il faut avoir des systèmes qui soient indépendants des logiciels. Et pourtant, je confirme. La complexité est importante, mais il ne faut pas dépendre de logiciels. Alors, j'aimerais faire un certain nombre de propositions maintenant de nouveaux systèmes de vote qui, vous allez voir, vont dans un nouveau sens. Et je pense qu'ils sont assez pratiques, assez intéressants. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir s'ils sont véritablement
utilisable d'un point de vue pratique. Donc avoir un système intéressant, c'est une chose, le rendre utilisable en est une autre. Alors on parle de système de bout en bout. Le vote est un flux de pensée qui part de l'esprit, d'un souhait de voter, qui passe par vos mains, le vote à proprement parler, et puis les votes sont, les voix sont recomptées, etc. Donc c'est un processus qui part de chaque individu et pour se compiler, pour se terminer avec un vote pour un candidat plutôt que pour un autre. Et tout cela doit être aussi vérifiable que possible. Donc, ce que l'on va observer dans ces propositions, c'est que c'est tout d'abord Internet. Internet qui va en fait vérifier l'ensemble des votes et assurer un suivi des votes. Donc, Alice, par exemple, une fois qu'elle a voté, devrait pouvoir aller en ligne, vérifier que son vote a bien été comptabilisé et a bien été comptabilisé en faveur du bon candidat, à savoir le sien. Donc elle doit être en mesure d'aller sur Internet, d'être en mesure de vérifier son vote sans pour autant pouvoir vendre son vote. Donc ça, c'est très important. Donc on utilise de la technologie de cryptographie, pour arriver à ce type d'équilibre. Donc cette intégrité de bout en bout, tout d'abord, l'importance du vote. Est-ce que le vote qui a été enregistré est bien celui que moi, j'ai entrepris? Est-ce qu'il correspond à mon vote? Ensuite, est-ce que les bulletins ont été collectés correctement et ont-ils été comptés correctement? Donc ce sont 3 étapes très importantes. Sont-elles vérifiables également? Est-ce que l'on peut vérifier l'ensemble de ces 3 étapes? Est-ce que l'on peut vérifier que le vote est bien le bon, celui qui a eu lieu, que les votes sont collectés correctement et que les bulletins sont comptés correctement? L'idée, c'est d'avoir un système qui soit complètement vérifiable de bout en bout également. Donc vous avez la partie papier, vous pouvez inspecter visuellement l'intégrité et si le vote est correct, même s'il y a bien évidemment le problème des électeurs souffrant de cécité, c'est une particularité. Donc, vous devez pouvoir vérifier, en fait, vous devez avoir une chaîne de possession, une chaîne de conservation ou de garde qui soit entièrement vérifiable de bout en bout. Alors, vous connaissez le film Twin, je pense, avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Alors, excusez-moi, c'est une référence un peu ancienne, mais elle me plaît assez. Voici donc une proposition académique qui vient de Warren Smith et de moi-même qui illustre en fait ce principe des jumeaux dans le contexte, encore une fois, du thème de bout en bout. Ce n'est pas une proposition pratique, même si William Poundstone a d'ailleurs écrit dessus, a développé le projet en disant que c'était une bonne idée. Je pense que, en ce qui me concerne, qu'il existe des idées meilleures que celle-ci, mais je pense qu'un certain nombre, que l'on peut s'en inspirer jusqu'à une certaine mesure. Comment cela fonctionne? Bien, de toute évidence, ce n'est pas vous qui allez vérifier votre propre bulletin, c'est quelqu'un d'autre qui va vérifier votre bulletin de vote. Donc vous ne pouvez pas le vendre. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, vous avez un bulletin papier. Donc, vous avez dans le bureau de vote, vous avez en fait une copie. On vous donne une copie, un double de votre bulletin de vote. Le bulletin d'origine est donc utilisé pour le vote. Une image de celui-ci est mise sur Internet.
Et dans le mixer bin, où on va prendre l'ensemble des bulletins de vote, des doubles, on va mixer l'ensemble des bulletins de vote. Chaque votant, chaque électeur devra récupérer un bulletin de vote, mais qui n'est pas le sien, mais dans ce mixer bin. Voilà, pour illustrer mon propos, voilà à quoi cela ressemble de manière schématique. Alors, d'un point de vue de pratique, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais donc, vous avez un bulletin papier avec lequel vous allez voter. Nous sommes en haut de la diapo ici. Vous pouvez vérifier que le bulletin papier est correct et que le vote est correct, correspond à votre souhait. Avant de le mettre dans l'urne, on va établir un duplicata, un double, qui est, comme je vous le disais, envoyé sur la toile. Et cette copie, ce duplicata est également mis dans le mixer bin. Vous recevez un reçu, une attestation en fait de vote, qui n'est pas une attestation de votre bulletin de vote. Alors c'est un peu curieux comme système. Donc vous récupérez en fait le bulletin d'un autre électeur que vous ramenez avec vous. Et vous pouvez aller sur Internet plus tard et vous pouvez vérifier donc que le vote de votre voisin, par exemple, a été posté sur Internet. Mais vous ne savez pas de quel voisin il s'agit. Bien évidemment, ces bulletins ne sont pas nominatifs, mais ils comportent un numéro de série, par exemple. Numéro de série que vous allez retrouver sur Internet. Donc, le bulletin, vous pouvez aller retrouver votre bulletin sur Internet et ensuite faire un total. Pas de technologie de cryptographie est utilisée ici. Pas de complexité mathématique. C'est tout simplement un système purement physique qui vous permet de retrouver et de refaire le total des bulletins de vote utilisés lors d'une élection. Alors vous allez me dire, le système qui établit les duplicata peut être un système informatique avec un logiciel, et le logiciel peut avoir des problèmes, certes. Mais en tout cas, on peut contrôler ce que j'appelle le mixer bin qui serait sur place, dans lequel l'ensemble des bulletins seraient mis, pour éviter que celui-ci soit manipulé. Et cela nous assure donc que les bulletins soient bien les bons. Donc là, on retrouve les trois paramètres de tout à l'heure qui sont, comme je vous le disais, entièrement vérifiables cette fois-ci. Voilà, alors par contre, d'un point de vue pratique, je ne sais pas comment cela fonctionnerait exactement. Je crois qu'il faudrait une machine assez sophistiquée, notamment pour faire les duplicata. Mais bon, je crois que sur le principe, je crois que dans l'idée, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Je crois que l'idée, ce n'est pas tant le type de machine ici, c'est plutôt le système. Et ce que l'on voit ici, c'est que le système est véritablement vérifiable de bout en bout. On peut vérifier son bulletin de vote, enfin celui du voisin en l'occurrence, mais en tout cas, vous n'avez pas de manipulation possible et vous pouvez retrouver l'ensemble des bulletins en ligne. La seule chose qui manque peut-être ici, c'est le bourrage d'urne. Il se peut que sur Internet, on se retrouve avec plus de bulletins. Alors, par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est publier en fait la liste des différents électeurs et avec leur nom. Cela vous donne le nombre de votants. Et à partir du moment où vous avez le nombre de votants, vous avez le nombre de bulletins correspondants, avec évidemment l'idée d'avoir le même nombre de chaque côté. Donc ça c'est un exemple, le système Twin. Le système est vérifiable de bout en bout. Vous pouvez vérifier que votre vote soit bien le bon. Vous pouvez vérifier que les bulletins sont comptés correctement, etc. Alors voici un autre système qui, je pense, est beaucoup plus prometteur, qui a d'ailleurs été utilisé une fois à ce jour lors d'une véritable élection politique aux États-Unis. Encore une fois, c'est un système d'intégrité de bout en bout, issu de recherches universitaires. C'était, en l'occurrence, c'était pour l'élection de Tacoma Park en 2009.
je travaille sur ce programme. J'ai travaillé sur ce programme, mais son principal auteur est David Chaum, que vous connaissez peut-être. Son nom vous dit peut-être quelque chose. En tout cas, il s'agit d'une nouvelle technologie qui est en fait un système d'encre invisible. C'est-à-dire que lorsque vous passez un stylo sur la forme ovale, vous avez un chiffre qui apparaît. Donc le système utilise ce système d'encre invisible pour des codes de confirmation, Internet également, de la cryptographie. Cela est compatible avec la plupart des scanners optiques utilisés aujourd'hui, donc il n'est pas nécessaire de renouveler l'ensemble du matériel. Les systèmes de scanners optiques fonctionnent. Les bulletins peuvent être comptés ou recomptés manuellement, comme d'habitude, donc cela ne change pas. Donc en fait, il y a cette couche supplémentaire, c'est une couche supplémentaire sur un système déjà existant pour plus de vérifiabilité, si vous me passez l'expression, avec ce système donc d'encre invisible. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il? C'est assez proche d'un système que j'ai moi-même étudié avec un système de cartes à gratter, en fait. Donc là, en l'occurrence, vous avez un stylo, un marqueur particulier, et en fait, il se produit une réaction chimique entre l'encre qui se trouve dans le papier et l'encre du marqueur. Et lorsque vous passez le marqueur sur la surface, celle-ci se noircit et des lettres apparaissent en blanc. C'est en fait un code de confirmation, par exemple F7. Votre code de confirmation ici est F7. Et seulement si vous avez, c'est en grattant, en passant par le stylo sur cette surface que vous obtenez votre code de confirmation. Donc l'électeur peut ensuite copier ce code de confirmation pour choisir et le ramènera chez lui comme attestation en fait de son vote. Donc l'électeur emporte avec lui son code de confirmation. Il pourra par la suite aller sur Internet avec, en compagnie de son numéro de série, du numéro de série qui figure sur son bulletin, il pourra vérifier ses données. Donc là encore, aucune manipulation ne peut être effectuée, et si manipulation il y avait, eh bien celle-ci serait découverte. Alors, pour l'électeur, c'est relativement simple. Il y a cette étape supplémentaire donc, où il faut copier le code de confirmation pour usage ultérieur. Certains des électeurs dans le système n'ont même pas, lors du vote, utilisé ces codes, ne les ont même pas remarqués. Mais c'est vrai qu'au niveau des instructions pour aller vite, on n'avait pas vraiment précisé l'importance du code de sécurité. Si l'électeur fait particulièrement attention, il remarque évidemment que des lettres apparaissent, ils peuvent les noter et les ramener chez eux. Certains l'ont fait, bien évidemment. Alors comment est-ce que cela vous permet l'intégrité du vote? Eh bien, je vais vous expliquer. Et quelle est la différence avec le système Twin que je décrivais précédemment? En quoi doit-on croire ici les résultats du vote? Eh bien, voilà un petit peu comment cela se passe en coulisses, pour faire les comptages. Eh bien, le site Internet va collecter les informations avec 3 colonnes, enfin 4 colonnes même. La première comporte le nombre de bulletins, pardon. Donc là, il y a le bulletin numéro 251, là, il y a le bulletin numéro 302. Parfois, il y aura une élection avec 2 candidats. Vous avez le code de confirmation, ici le code de confirmation 2X et F7.
Donc ça, c'est pour Tom. 2X, c'est pour Tom. Et F7, c'est le code de confirmation pour Dick. Sur le bulletin 302, PN, c'est pour Dick et CA, c'est pour Tom. Donc, ça, c'est le type de graphique qui est créé avant l'élection. Les bulletins sont publiés à l'avance, comme ceci, avec ces correspondances clairement établies avant le vote. Donc, le point noir correspond à un code. 2X correspond au point noir, précisément ce point noir, et au nom Tom, en l'occurrence. Chacun peut être décrypté de manière indépendante. Donc, tout cela est établi avant l'élection. Les bulletins sont imprimés. Cette structure est créée telle qu'elle est ici. Elle n'est évidemment pas publiée. Les codes de confirmation ne sont pas publiés, pas immédiatement en tout cas, et les noms sont les noms correspondants que l'on retrouve donc sur la colonne de droite. Alors, en début d'élection, vous avez les numéros des bulletins, vous avez les codes. Lorsque l'électeur va voter, ils vont révéler, entre guillemets, certains candidats. À la fin de la journée, certaines des informations sont révélées. Alors, je m'excuse, le CA devrait être plus foncé. Le PN doit être révélé, le F7 doit être révélé, le 2X et le CA, par contre, ne devraient pas être révélés ici, donc ne devraient pas apparaître. Donc, à la fin de l'élection, les responsables vont dire, voilà, ce chiffre fait partie d'un choix, ce chiffre fait partie d'un choix donné. Les deux votes sont en faveur de Dick, en l'occurrence, dans ce cas. Donc, on peut partir du principe ici que Dick a remporté l'élection de 2 voix contre 0, puisque Tom n'a remporté ici aucune voix. Donc, à ce moment-là, on peut dire, voilà, cette structure, ce graphique que nous venons de vous révéler, eh bien, nous permet d'affirmer que Dick a remporté l'élection grâce aux correspondances. Mais on ne dit rien ici sur le comment. En tant qu'électeur, vous pouvez aller vérifier votre code de confirmation. Par exemple, si vous avez le bulletin numéro 251, vous pouvez confirmer en ligne ici que, en effet, F7 était bien votre code de confirmation correspondant à un vote donné ou à un candidat donné. Voilà, encore une fois, nous ne devrions pas voir ici le CA ou le 2X. Alors, pourquoi avoir cette encre invisible? Eh bien, certains électeurs pourraient être malveillants et dire, voilà, moi j'avais le code Q5 sur le bulletin 251. C'est faux. Mais parce qu'il y a les codes de confirmation, on peut affirmer que cet électeur ment. Il n'y a pas de code Q5. Donc l'électeur ne peut pas connaître le code de confirmation tant qu'il n'a pas véritablement voté pour un des candidats. Donc si un électeur proteste et vous dit voilà, le système me donne un code différent, cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'ils ne peuvent pas voir le code de confirmation tant qu'ils n'ont pas voté pour leur candidat, évidemment. Alors, à partir de maintenant, il va falloir que les responsables parviennent à convaincre que tout cela est correct. Alors, tout cela
sans bien évidemment révéler qui a voté pour qui. Si je vous montre l'ensemble du graphique, si je publie l'ensemble des informations, eh bien, vous allez voir que le bulletin 251, en l'occurrence, on le sait ici, puisque Tom n'a reçu aucun vote. Donc, c'est un tout petit nombre de voix. Donc, malheureusement, ce serait bien facile. Mais dans une véritable élection, on ne saurait pas. À ce stade-là, on ne sait pas qui a voté pour qui. Ce que l'on peut montrer, ce sont les codes, ce sont les numéros des bulletins, les points noirs, mais on ne montre pas les correspondances. Et en fait, on va montrer la moitié des correspondances, mais pas l'intégralité des correspondances. Donc pour l'instant, on ne vérifie pas l'ensemble des données et l'ensemble des correspondances du tableau. Alors, on va le faire de manière probabilistique. Alors, voilà ce que cela donne. On va donc vérifier la partie gauche du tableau ou la partie droite du tableau. Donc, en l'occurrence, pour le premier, on va aller sur la droite. Donc, le responsable du bureau de vote va établir le lien entre le point et le nom Tom. Ici, la même chose. On voit que l'information est donc correcte ici. On voit que ce nœud ici renvoie sur F7 et celui d'au-dessus sur le code de confirmation 2X. Donc, s'il y avait de nombreux points finaux, on peut revérifier l'ensemble des données. Donc, l'idée ici d'avoir un écart important est égal à 0. Et on peut vérifier tout cela de manière statistique. Donc, ce type d'information, alors bien évidemment, c'est assez complexe parce que cela utilise notamment des calculs de probabilité. Mais voilà, je pense que là, en tout cas, nous avons une preuve convaincante que le compte est bon, tout simplement, que les votes ont été correctement pris en compte et qu'il s'agit d'un scrutin intègre où les électeurs ne peuvent pas vendre leur voix. Les votes sont donc pris en compte comme souhaité par chaque électeur. Le compte final est bon grâce à ce système qui est relativement complexe, mais encore une fois, ce n'est pas un système auquel ou un décompte auquel participerait tout un chacun. Il y a une étape que je n'ai pas vérifiée, ou dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il faut vérifier bien évidemment que chaque bulletin soit correctement imprimé. Attention aux imprimantes malveillantes, entre guillemets, qui pourraient imprimer de manière à ce que les choses ne soient pas parfaitement alignées. Il faut donc avoir un auditeur qui vienne vérifier que l'ensemble, de manière randomisée, l'intégrité et la qualité de l'impression, notamment au niveau des alignements. L'ensemble des points, les points cochés doivent être extrêmement précisément positionnés. Alors, là j'ai l'exemple de Takoma Park, donc je parlais tout à l'heure. C'était une petite élection avec 6 sections électorales. Avec 1722 électeurs au total. C'est une élection qui s'est bien passée. On sait que certaines personnes
alors qu'elles sont absentes. On a des personnes qui arrivent plus tôt que d'autres. Il y a les questions des votes nuls également. Que se passe-t-il si un électeur fait une erreur, par exemple, et exige un nouveau bulletin? Je ne sais pas si cela existe ici, mais aux États-Unis, on a également la possibilité d'écrire le nom du candidat pour lequel on vote. Tout cela doit être pris en compte, a été pris en compte dans ce type, dans cette élection en l'occurrence. Les noms des candidats. Il faut avoir des auditeurs externes qui vont contrôler l'intégrité des logiciels utilisés, des scanners, des bulletins qui sont disponibles à la fois en espagnol et en anglais. C'est souvent le cas aux États-Unis. Donc, c'est une petite élection, moins de 1800 électeurs, et pourtant extrêmement complexe. On retrouve ici une photo de David Chaum avec son système. On voit que c'est un ordinateur, un ordinateur portable qui constitue le dispositif. Voici une illustration des codes de confirmation. Premier choix, deuxième choix, troisième choix de gauche à droite. Alors le seul un électeur s'est plaint puisqu'il y avait une confusion possible entre le 8 et le 0, tout simplement parce que la police de caractère choisie n'était peut-être pas forcément la bonne. Voici l'équipe de David Chaum, Rick Carbach, qui travaille à l'Université de Maryland. Il s'agit d'ailleurs pour la plupart d'entre eux soit de professeurs, soit d'étudiants. Notamment à George Washington University. Des représentants officiels, des autorités qui se sont intéressés de près au système également, au nombre de 4, ici, des auditeurs également au nombre de 4. Voilà, donc je tenais à les remercier ici puisqu'ils ont activement participé à cette étude et à ce vote. Donc, en synthèse, le système de vote de bout en bout sont prometteurs, ils sont utilisables, on vient de le voir. Il faut bien évidemment pouvoir disposer de cette couche supplémentaire de vérifiabilité. L'idée étant notamment de vérifier ou de pouvoir vérifier le résultat d'une élection. L'idée étant bien évidemment de savoir qui a remporté l'élection, mais l'idée n'est plus ici de vérifier un logiciel ou le bon fonctionnement d'un logiciel ou l'absence de bugs dans le logiciel. Ici, ce que l'on vérifie, c'est le résultat de l'élection, mais on ne dépend plus de la qualité ou du manque de qualité d'un logiciel. Et je crois que par ailleurs, on a besoin de plus d'études, plus de recherches pour ce type de système. Demeure également la difficulté de voter à distance. Donc voilà en substance ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup.